Et si les jeux les plus marquants de notre enfance n'étaient pas aussi innocents que ce qu'on le pensait. Animal Crossing Wild World, Pokémon, Mario Kart, Tamagotchi, Monster Hunter. Si t'as cliqué sur cette vidéo, il y a de grandes chances pour que ces titres de jeux t'évoquent bien plus qu'un jeu vidéo. Une époque, une console, des souvenirs et un gros frisson de nostalgie. Je crois que la plupart du temps, quand je parle de ces jeux à mes proches qui ont vécu une expérience similaire à la mienne, on termine souvent par se dire que c'était mieux avant. Réflexion de vieux un peu, mais je crois que c'est purement la nostalgie qui parle. Pas de microtransactions, pas de season pass, pas de notifications, juste un jeu qu'on pensait à l'infini. Un jeu qui ne semblait utiliser aucune technique sombre pour nous soutirer de l'argent ou nous rendre accro. Enfin... À 8 ans, je découvre le Tamagotchi. C'est une amie qui s'est acheté le nouveau modèle et qui n'a donc plus besoin de son ancienne version qu'elle décide de me donner pour qu'on puisse se connecter ensemble. À 10 ans, c'est Nintendox que je découvre et sur lequel je passe 30 minutes par jour pour pouvoir m'assurer que mes chiens vont bien et en prendre soin. Au même âge, c'est sur Animal Crossing Wild World et Pokémon que je commence à négocier avec mes sœurs pour qu'on joue ensemble et que je puisse profiter des avantages de la connexion. Mais avec du recul, pourquoi mon ami voulait autant qu'on se connecte sur Tamagotchi ? Pourquoi mes amis voulaient absolument que j'ai une autre version Pokémon qu'eux et qu'on se connecte ? Pourquoi mes sœurs priaient pour que j'ai des fruits différents d'elles sur mon île Animal Crossing Wild World ? Et si tout ça, c'était pas un simple hasard ? Et si, au final, ces jeux déjà à l'époque avaient des techniques bien particulières pour nous encourager à faire jouer les autres ? Et si, au final, tous ces jeux n'étaient pas aussi bienveillants que ce qu'ils semblent être ? Dans le paysage du jeu vidéo actuel, certains noms reviennent hyper souvent. Fortnite, CSGO, Overwatch, Genshin Impact, Valorant. Qui que vous soyez, vous en avez forcément déjà entendu parler. Pourquoi ? Parce qu'ils incarnent le modèle, entre gros guillemets, dominant du jeu vidéo moderne. C'est-à-dire des free-to-play, qui sont des jeux gratuits à installer, des games as a service, qui sont des jeux qui ne finissent jamais vraiment et qui sont constamment mis à jour, et surtout des jeux qui sont la plupart du temps bourrés de dark patterns. Si je dis le modèle dominant du jeu moderne, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs cherchent leur poule aux œufs d'or. Le jeu miracle, celui avec une rejouabilité infinie, une monétisation bien rodée et surtout un cash flow digne d'un cheat code Motherload. Là, vous devez sûrement vous dire que je suis amnésique, parce que je suis en train de parler des jeux d'aujourd'hui, alors qu'il y a 2 minutes, j'étais en train de parler des jeux d'avant. Mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre là où je veux en venir. Et ça va pas plaire à tout le monde. Si aujourd'hui, Fortnite, CSGO, Valorant, Overwatch cartonnent autant, c'est pas juste parce qu'ils sont cool, c'est aussi parce qu'ils rapportent énormément d'argent. Et pas toujours de la manière la plus clean. Comme je le disais tout à l'heure, c'est des jeux qu'on télécharge gratuitement, auxquels on commence à jouer sans dépenser 1 centime, tant qu'on reste sur les fonctionnalités de base du jeu. Ça attire, ça donne envie, ça vous permet de tester le jeu sans sortir une seule pièce du porte-monnaie. Un système qui semble plutôt cool pour les joueurs, non ? Techniquement, si vous êtes pingre comme moi et que vous décidez de ne pas payer 1 copec dans un skin, on est bon, non ? Tu sais que la première fois que j'ai lancé une game de Valo, je voyais des gens avaient des armes de couleur, c'est des skins, j'en ai 2-3 euros, tu vois. Et là je vois du 30, du 50, du 80 balles. Mais c'est un truc, il y a que les NAS qui achètent ça. On est safe. Ce jour, j'ai mis 400 balles dans un jeu gratuit. Et c'est là que s'y connaître en psychologie, ça permet d'y voir un peu plus clair. Parce que même si rien ne t'oblige à payer, tout est fait pour te pousser à le faire. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que Fortnite en 2022 s'est pris une amende de 520 millions de dollars. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Fortnite, c'est un free-to-play. Ça veut dire que son business model repose sur les microtransactions. Et pour maximiser les chances que vous alliez dans la marketplace du jeu, il pousse très régulièrement du nouveau contenu pour vous faire revenir et faire découvrir les nouveautés, payantes ou non. Sauf que Fortnite, ils sont allés un peu plus loin que ça et ils ont designé de manière très spécifique pour pousser à l'achat. Et ça peut rapidement tomber dans des dark patterns. Quand l'UX design a pour but d'aider le joueur à prendre en main un jeu facilement et de manière intuitive, le dark pattern, quant à lui, a pour objectif de vous manipuler pour servir les intérêts des personnes qui souhaitent gagner de l'argent derrière ce jeu. Ok, laissez-moi vous donner un petit peu plus d'explications sur les dark patterns parce que à ce stade-là, c'est très flou. Un dark pattern efficace, c'est généralement un dark pattern qui exploite les biais cognitifs. En gros, l'objectif du design, ça va être de nous faire stresser, culpabiliser, ou même nous faire avoir peur de louper quelque chose de nouveau dans le jeu. Par exemple, on va nous mettre des récompenses journalières qui vont être cumulables et accessibles uniquement si tu joues tous les jours. Il va y avoir aussi des loot box, ces fameuses boîtes mystères où tu payes sans savoir ce que tu vas recevoir, mais il y a une chance sur 10 de toucher le gros lot. Et des offres limitées dans le temps pour te faire acheter maintenant de peur que tu rates une bonne affaire, c'est clairement pas dingue non plus. Tout ça, c'est fait pour créer une frustration douce, un stress léger, une micro-culpabilité qui va faire qu'à terme, tu vas finir par craquer. Et par rapport à ces points-là, il y a des voix du monde entier qui ont commencé à s'élever. Aujourd'hui, des vrais questionnements sont sur la table. Mais est-ce que ces techniques un peu sombres sont si récentes que ça ? Est-ce que vous commencez à voir le lien avec les jeux dont je vous parlais au tout début de cette vidéo, ou pas du tout ?
entend souvent dire que c'était mieux avant. Sous-entendu que les jeux d'avant étaient faits pour la beauté de l'industrie et pas pour les microtransactions en masse. Moi aussi, quand je repense à mes jeux d'enfance, j'ai un peu cette sensation de relation saine. J'avais un seul jeu que je pensais dans les moindres détails, je me lassais bien moins vite et je vivais les contraintes du jeu comme des défis, pas comme des frustrations. Et puis, faut dire que l'accès au jeu était pas du tout le même. Personnellement, j'accompagnais ma mère faire les courses à Auchan et je la suppliais de passer à Score Game ou à Micromania. Du coup, l'achat il était forcément physique, il était rare et il était ritualisé. Il y avait pas de tentation de craquage à 3h du matin sur Steam. Et surtout, on payait le jeu qu'une seule fois. Point. Il y avait pas de moelle sucée jusqu'au trognon. Je suis pas sûre de cette expression, mais vas-y. Soyons honnêtes. C'était clairement un autre contexte. Déjà, à l'époque, on n'était pas responsable de l'achat de nos jeux. C'était littéralement nos parents qui nous régulaient parce qu'on était probablement trop jeunes. Ensuite, on n'était pas bombardé de nouveautés comme aujourd'hui. Déjà parce qu'il y avait pas de réseaux sociaux et donc la majorité de l'exposition qu'on avait des jeux, c'était les pubs à la TV ou alors à la récréation quand nos amis nous en parlaient. Et surtout, Internet n'était pas démocratisé. Les consoles, elles étaient pas autant connectées. Le modèle économique reposait uniquement sur un achat one-shot, pas sur la rétention des joueurs. En tout cas, pas autant. Bref, pour me faire l'avocat du diable, ce que je veux dire, c'est qu'on n'était pas les mêmes, les jeux non plus, et clairement, le monde a évolué depuis. Mais dans ce cas, comment les jeux faisaient pour qu'on parle d'eux ? Pour que les enfants s'incitent à les acheter. Les objectifs des éditeurs n'ont pas pu changer du jour au lendemain. Et justement, ce qui a changé, c'est la forme, les mécaniques, le packaging. Mais l'objectif de faire de l'argent était toujours là. Parce que soyons clairs, il n'y avait pas de loot box, mais des Pokémon aléatoires à trouver et un Pokédex à compléter. Il n'y avait pas de récompenses journalières, mais des événements calés sur des jours précis dans Animal Crossing Wild World. Il n'y avait pas de Battle Pass dans Tamagotchi, mais un gameplay basé sur la peur de mort virtuelle si t'étais pas ultra dispo. Et il n'y avait pas de skin à acheter sur Monster Hunter PSP, mais t'étais clairement bloqué si t'avais pas d'amis pour t'aider à avancer. Alors bon, avant de tirer des conclusions hâtives et de brandir le panneau jeux toxiques sur nos jeux d'enfance, j'ai préféré faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire faire un formulaire et poser la question à la communauté. Parce que oui, sur les jeux des années 2000, même s'il y a des questionnements aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites sur le sujet. Donc poser la question à tout le monde et voir un petit peu vos ressentis, c'est ce qui m'intéressait le plus. En moins de 48 heures, vous avez été plus de 260 à me partager vos souvenirs, vos ressentis, vos frustrations, vos traumas. Alors merci pour ça parce que franchement, j'ai pas été déçue et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans les réponses que vous avez apportées. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez croisé Resetti ? Quand votre Tamagotchi est mort, quand vous avez compris que vous ne compléteriez jamais le Pokédex parce que vous n'avez personne avec qui vous connecter, ou encore que vos chiens sur Nintendogs étaient sales, affamés, pleins de puces et les yeux remplis de déception parce que vous n'aviez pas joué avec eux depuis plusieurs semaines. Promis, j'ai pas présenté le questionnaire sous cette forme, sinon clairement j'aurais tout biaisé, mais l'objectif c'était de comprendre l'impact que ces jeux ont pu avoir sur vous quand vous étiez plus jeune. Et quand je dis ces jeux, j'ai une liste bien précise, parce que je parle de Pokémon sur Nintendo DS, Game Boy Color ou Game Boy Advance auquel 89,5% des répondants ont déjà joué, Nintendogs sur la Nintendo DS auquel 55,3% des répondants ont joué, Tamagotchi Pet, celui qui s'accrochait à la ceinture auquel 49,8% des joueurs ont joué, Animal Crossing Wild World ou celui sur GameCube auquel 44% des répondants ont joué, et enfin Monster Hunter sur PSP auquel 15,6% des répondants ont joué. Si je parle des jeux de notre enfance, c'est parce que la tranche majoritaire des répondants, à 62%, c'est celle des 25-34 ans, et que vous avez indiqué en majorité avoir entre 7 et 13 ans lorsque vous aviez joué à un de ces jeux-là. Ok, pour éviter de partir dans tous les sens, je me suis basée sur ce site, qui découpe les dark patterns en 4 grandes parties, et qui va nous permettre de voir quel jeu de notre enfance tombe dedans ou non. Et je sais qu'actuellement vous êtes sûrement pas mal de fans de ces jeux penchés fortement devant votre écran, les sourcils froncés, prêts à dégainer votre meilleur contre-argument, mais rassurez-vous, moi aussi je suis nostalgique de ces jeux. Et moi aussi tous les gameplays dont on va parler, je les trouvais hyper logiques pour leur époque. D'ailleurs, parlant de ça, vous étiez 81% à avoir trouvé les Animal Crossing engageants et amusants, voire extrêmement engageants et amusants. Vous étiez 90% quand il s'agissait de Pokémon, 60% pour Nintendogs et Monster Hunter, mais 37,5% pour Tamagotchi. Ça montre dans l'ensemble tout de même que même avec les années qui sont passées, ces jeux vous engageaient. Mais est-ce qu'ils vous engageaient pour les bonnes raisons ? Le premier dark pattern qu'on va regarder, c'est le temporal dark pattern. Ne surtout pas louper les anniversaires de villageois ou encore le passage de Runard, répondre aux besoins de son Tamagotchi à toute heure de la journée, être limité à 3 concours par jour et une balade toutes les 30 minutes dans Nintendogs ou grinder longtemps pour progresser sans le multijoueur dans Monster Hunter, tous ces éléments pourraient s'apparenter à des dark patterns temporels. Un dark pattern temporel, c'est une mécanique qui vous fait passer plus de temps dans le jeu que prévu. Pas parce que vous le voulez, mais parce que le jeu vous y pousse. Généralement, c'est du coup un jeu qui nous empêche
empêche de jouer exactement quand on veut et comme on veut. Pourtant, dans les jeux que je vous ai cités, il y a énormément de gameplay qui repose sur la notion de temps qui passe. Et ça paraît logique. Prenons Animal Crossing. Vous êtes 53% à avoir ressenti une obligation forte de revenir chaque jour. Et 46% à avoir ressenti du FOMO, et donc une plus ou moins grande peur de louper des événements quotidiens, ou même d'avoir peur que les mauvaises herbes poussent trop et gâchent la beauté de votre ville. Résultat, 47% d'entre vous ont déjà joué en cachette ou plus longtemps pour ne surtout pas louper ces événements. C'est énorme, d'autant plus qu'on sait qu'à cette époque, on était des enfants ou des jeunes ados. Au final, 81,4% avouent avoir utilisé des stratégies comme le changement d'heure sur la Nintendo DS pour contourner ces contraintes. Pour Nintendogs, on retrouve à peu près les mêmes chiffres. 49% ont ressenti fortement, voire énormément, une obligation de revenir chaque jour sur le jeu. Et la raison est assez triste, mais on en parlera dans le dernier Dark Pattern. 54% avouent avoir joué en cachette ou plus longtemps que prévu. Et le fait de nourrir les chiens plusieurs fois par jour ou d'attendre le cooldown de la promenade sont les deux mécaniques principales qui ont poussé les joueurs et joueuses à adapter leur fréquence et leur durée de jeu. Mais le boss de ce Dark Pattern temporel, ça reste Tamagotchi. Et ce qui est impressionnant, c'est que bien que vous trouviez le jeu moins engageant et amusant, vous vous êtes senti bien plus obligé à venir y jouer. 82% d'entre vous ont répondu avoir ressenti fortement, voire énormément, une obligation de revenir chaque jour sur le jeu. 53% ont ressenti du FOMO, plus que Animal Crossing. 31% ont avoué avoir joué en cachette ou plus longtemps, donc c'est bien moins que Nintendogs et Animal Crossing. Et 91% ne savaient même pas qu'on pouvait mettre le Tamagotchi en pause. Parce que oui, il y avait une vraie fonction pause sur le Tamagotchi, planqué derrière des boutons. Aucune idée de comment j'ai trouvé ça, alors qu'il y avait même pas de notice. J'ai testé de rejouer à ce petit truc, et j'ai beau ne pas aller à l'école et donc ne pas avoir de grosses contraintes, c'est hyper dur. Faut y penser H24. Donc imaginez entre 7 et 13 ans, alors qu'en plus on pouvait pas l'amener partout. C'est hyper chaud. D'ailleurs, dans la première version aux États-Unis, il y avait pas de pause. Du coup, les enfants les emmenaient à l'école, n'étaient pas hyper concentrés et se stoppaient même dans leur contrôle pour s'en occuper. Rapidement, les Tamagotchi ont été interdits à l'école et les enfants ont dû trouver des solutions pour qu'ils ne meurent pas, comme demander aux parents de s'en occuper, chose qu'ils oubliaient de faire. Et bam, ça crée un trauma d'un enfant qui vient de perdre son petit animal virtuel parce que son parent n'a pas pu s'en occuper. Suite à des plaintes de parents et de psy, Bandai Namco a revu le Tamagotchi et intégré une pause. Au Japon, c'est même plus chaud parce qu'il y a carrément eu un accident de voiture causé parce que le conducteur a voulu s'occuper de son Tamagotchi qui pleurait alors qu'il était au volant. Même les adultes ont été impactés par ce gameplay de fou. Vous allez sûrement me prendre pour une folle, mais de mon côté, quand j'ai enfin eu ma Nintendo DS en CM2, donc vers mes 9 ans, j'avais carrément un petit carnet dans lequel j'écrivais ce que je devais faire concrètement la journée sur mes jeux. Et quand j'étais en vacances ou que j'avais pas accès à ma Nintendo DS, je missionnais mes sœurs de s'occuper de ma ville et de mes chiens, contre quelques clochettes. Sérieux, c'était misérable et du coup, pardon Anouk d'avoir profité de mon pouvoir de grande sœur et de ton ignorance quant à la valeur des clochettes. Mais merci de t'être occupé de mes jeux. Ça me fait une transition parfaite pour le Dark Pattern suivant parce que clairement, si je faisais ça, c'est bien parce que le jeu m'y obligeait. Le social and monetary patterns, c'est-à-dire le dark pattern qui touche à l'aspect social et monétaire, ou l'utilisation de nos proches pour parvenir à nos fins. On va pas se mentir, il y a des jeux qui adorent le multi et qui font tout pour pousser les joueurs et joueuses à sociabiliser. Nintendo, clairement, c'est les pros pour ça. Mais ces mécanismes multi, parfois, ils vont peut-être un peu trop loin. Pokémon DS, notamment, il fallait différentes versions et une obligation de se connecter pour pouvoir compléter le Pokédex à 100%. Et en vrai, là où je m'attendais à bien plus de personnes frustrées, seuls 26% d'entre vous ont déclaré avoir eu du mal à progresser sans échange. Et 26% d'entre vous trouvent que les mécaniques reposant sur le multi sont de grosses contraintes. Et 11% ont ressenti une forte, voire très forte pression sociale pour échanger des Pokémon. Alors que 74% n'ont pas du tout ressenti ça. Bien que les stats montrent que dans l'ensemble, Pokémon ne vous ait pas trop frustré, les verbatims de celles et ceux qui l'ont été sont assez marquants. Comme par exemple quelqu'un qui raconte que son objectif principal dans le jeu c'était de compléter le Pokédex et que la personne a été très déçue à l'époque de se rendre compte que sans échange c'était impossible. Ou encore une personne qui raconte se souvenir de la frustration de pas avoir le droit d'amener la Game Boy à l'école pour les échanges. Et une dernière personne qui explique qu'aujourd'hui certaines mécaniques obligent le lien social, ce qui peut être un réel handicap pour certaines personnes. Mais d'autres le voient comme une réelle opportunité de créer des liens. Comme cette personne qui raconte que même si potentiellement c'est une méthode marketing, ça lui a permis de créer des liens plus forts avec des potes et des cousins. Et une autre personne qui dit que c'était une époque en or de pouvoir jouer et progresser et échanger des Pokémon avec quasiment tous ses amis. Et quand je vous ai demandé si vous aviez tenté de convaincre votre entourage pour profiter des avantages multi, c'est là que ça devient intéressant.
33% des personnes qui ont joué à Animal Crossing ont tenté de convaincre leur entourage, contre seulement 12% sur Pokémon, 13% sur Nintendogs, 18% sur Tamagotchi, mais 28% sur Monster Hunter. Alors oui, en apparence, les chiffres peuvent paraître faibles, mais imaginez, sur 10 enfants qui possèdent le jeu, 2 à 3 d'entre eux vont activement essayer de faire acheter le jeu à un de leurs proches. Ce qui veut dire qu'un jeu qui se vend à 100 000 exemplaires peut très vite être recommandé à 200 000 personnes de plus. Pour vous parler un peu de mon cas, j'ai personnellement incité toutes mes amies, mes cousines et mes sœurs à acheter le même jeu que moi pour pouvoir profiter des avantages multijoueurs, sur Animal Crossing Wild World notamment. Et d'ailleurs, il y a un autre aspect qui fait que j'ai poussé mes sœurs notamment à acheter leur propre jeu, c'est qu'en fait, si tu partageais ton jeu Animal Crossing, Nintendogs ou Pokémon avec tes frères et sœurs, il y avait qu'une seule sauvegarde. Et cette seule sauvegarde m'a traumatisée. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, ou que mes sœurs aient leur propre jeu, parce que devoir partager son île, ou devoir partager ses chiens, c'est compliqué. Ça crée des dramas, et je vois que je suis pas la seule. Petit frère qui supprime ma sauvegarde, frustration extrême. Elle m'a supprimé ma sauvegarde, je lui en veux toujours. On a probablement incité nos parents aussi à multiplier les achats, notamment pour éviter ces traumas-là. C'est-à-dire acheter une autre console, acheter un autre jeu et donc dépenser plus d'argent. Certaines mécaniques semblent pas folles là comme ça, mais d'un autre côté, elles ont rassemblé aussi certaines personnes. Et surtout, il n'y avait pas d'enjeu monétaire. En tout cas, pas à proprement parler. Certes, les jeux nous poussaient à en parler autour de nous pour avoir plus de monde avec qui se connecter, mais est-ce que c'était si mal que ça ? C'est mal si ça commence à avoir une emprise sur nous. Et quand je lis les réponses du questionnaire, je vois que 59% ont ressenti une forte ou très forte culpabilité en voyant leur chien sale ou affamé après une absence, que 28% ont ressenti une forte ou très forte exclusion sur Monster Hunter en voyant qu'ils n'avaient pas d'amis avec qui y jouer, que 82% ont ressenti un peu voire énormément de stress quant à une potentielle mort de leur Tamagotchi, et que 11% ont ressenti une forte ou très forte pression sociale pour compléter le Pokédex. Et c'est quand je vois ça que je me dis que quand même il y a peut-être quelque chose qui était anormal. Il y a des gens qui me parlent carrément du fait que la première fois qu'ils ont rencontré Resetti, ils tremblaient de stress. Ou qu'il y a d'autres personnes qui ont refusé de rejouer à Nintendogs parce qu'ils avaient trop peur de voir leur chien triste et en colère. D'autres se rappellent encore du nom de leur Tamagotchi. Et d'autres personnes encore remercient leur mère d'avoir sauvé plusieurs fois leur Tamagotchi. Si on se concentre uniquement sur Tamagotchi et Nintendogs, un gameplay qui repose sur des mécaniques de soins pour s'occuper d'une petite bête virtuelle, c'est une bonne idée. Jusqu'à ce qu'on y introduise des conséquences hyper négatives, comme la mort. Là, ça crée de la culpabilité et potentiellement de l'anxiété. Genre, regardez-moi ça. Ce chien qui tire la tronche quand tu vas le déposer au chenil parce que le gameplay te pousse à en avoir plein, mais dans ta maison, t'as clairement pas la place. Pour vous donner quelques anecdotes de vie, de mon côté, j'avais refusé d'acheter plus de 3 chiens parce que ça me faisait trop mal au cœur de les déposer au chenil. Je culpabilisais trop. Et dans Animal Crossing, j'étais tellement attachée à mes propres habitants que quand on se connectait avec mes sœurs et qu'elles venaient dans mon île, qu'elles leur parlaient, ça me stressait parce que je savais que ça augmentait la probabilité qu'ils déménagent chez elles. J'éteignais littéralement d'un coup ma Nintendo DS et je me tapais Resetti à chaque fois. Mais est-ce que ça faisait pas partie du jeu ? Est-ce que sans ça, les jeux auraient pas été complètement vides et en fait inexistants ? Aujourd'hui, on voit beaucoup moins de jeux qui reposent sur des mécaniques de temps aussi strictes. On les retrouve majoritairement sur les jeux mobiles, les cookies clickers, et c'est pas plus mal. Clairement, en 2025, les gens n'ont pas le temps. Si en plus de ça, les jeux auxquels on joue nous punissent quand on revient, ça marche pas. Et d'ailleurs, c'est probablement ce que Nintendo s'est dit aussi, puisque dans le nouvel Animal Crossing New Horizons, il n'y a plus autant ces conséquences négatives. Les mécaniques ont clairement été adoucies. Les habitants ne partent plus tant qu'on les y autorise pas, les mauvaises herbes repoussent très doucement, et Resetti n'est plus. Mais du coup, est-ce que c'est mieux maintenant ? Encore une fois, c'est quelque chose que je vous ai demandé et vous êtes partagés. Parmi celles et ceux qui ont joué à Animal Crossing, 53% disent que Resetti ne manque absolument pas, contre 21% qui ont répondu que Resetti manquait, voire manquait beaucoup. Et enfin, quand je vous ai demandé si vous trouviez Animal Crossing New Horizons plus agréable, 29% sont mitigés. Au final, 26,5% trouvent que ces mécaniques manquent. Comme quoi, ce qui nous stressait à l'époque, c'était peut-être aussi ce qui rendait ces jeux vivants. Mais on en conclut quoi ? Parce que tout le long de cette vidéo, j'ai fait balle de ping-pong. J'ai dit tout et son contraire. Alors concrètement, les jeux de notre enfance sont toxiques ou non ? Eh bah vous allez détester cette réponse, mais c'est une réponse d'UX designer typique, c'est pas facile à dire. Les jeux de notre enfance ne proposaient pas de microtransactions, pas de lootbox et pas de battle pass. Ils étaient pas pensés et conçus comme des services à rentabilité infinie. L'achat était one shot et après le studio ne gagnait techniquement plus rien. Et en plus à l'époque les sujets d'éthique dans le game design, bah ça existait pas tant que ça. C'était pas vraiment sur la table. Alors du coup là comme ça, si on peut se dire qu'au final non, c'était pas si toxique que ça, on peut quand même se poser des questions. Parce que, admettons, c'était pas intentionnel et c'était pas calculé comme aujourd'hui.
aujourd'hui, certains mécanismes ont clairement eu un impact émotionnel. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'avant, encore une fois, on avait moins de jeux, on n'avait pas internet, on n'était pas exposé à autant d'offres et on ponçait les jeux qu'on achetait. Du coup, si on enlève la mécanique de collection ou encore la gestion de temps, ces jeux seraient devenus hyper fades. Alors si je dois donner une réponse, non, ces jeux n'étaient pas toxiques. Mais oui, ils ont parfois touché des zones sensibles, même peut-être sans le vouloir. Et c'est justement là qu'il faut faire attention. Parce qu'un bon game design, c'est pas forcément un game design qui ne nous rend pas accro. C'est un game design qui nous respecte, qui nous laisse souffler, et surtout un game design qui nous fait du bien, même la console éteinte. De mon côté, je suis hyper nostalgique de ces jeux de mon enfance et de leur mécanique. Du coup, ça a été dur pour moi de remettre en question leur intention dans cette vidéo. Mais du coup, vous pensez quoi de tout ça? Est-ce que vous pensez que ça a été mis en place exprès pour pousser nos proches à acheter le jeu? Ou est-ce que vous le voyez pas du tout comme ça? Est-ce que ces mécaniques vous manquent? On arrive sur la fin de cette vidéo. Encore une fois, un énorme merci aux personnes qui ont répondu au formulaire. Merci infiniment aussi aux personnes qui me soutiennent sur Patreon. Je vous l'ai déjà dit, mais vos dons me permettent de payer différents outils, de payer différents jeux et de continuer à faire ce genre de vidéos. Donc merci pour ça. Merci aussi pour toutes les personnes qui me soutiennent sur Twitch. C'est un soutien qui est différent de celui de Patreon, mais qui fait tout aussi plaisir. Et surtout qui donne énormément de baume au cœur, puisque ça me permet d'être directement en live avec vous et d'avoir vos réactions à chaud. Sur ce, les Fuxos, dites-moi tout en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.